Merci Abby d'être là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire derrière VVS? Pourquoi tu as créé VVS? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce fameux Bien Virtual Virtue Society? Bien sûr, donc VVS, pour faire court, c'est comme tu as dit Virtual Virtue Society et c'est un non-profit, donc une association à but non lucratif. Et l'idée m'est venue, je pense comme tout le monde, on était tous un peu dépassés par cette vague de l'OpenAI. Et j'ai commencé à aller sur LinkedIn presque en même temps que ça a commencé. Et j'étais absolument perdue dans cet océan d'informations, dans cette histoire de tout le monde devenait des experts, et prompt engineering de je sais pas quoi, engineering de l'autre. Et je me suis dit, il me semble que ce qui vient est assez gros. Et je me suis renseignée un peu de mon côté. Et je me suis dit, je pense pas que depuis Internet, on a vécu un truc pareil, voire au-delà, vraiment au-delà. Et je pense que ce que j'ai découvert, c'était absolument inouï. Et du coup, j'ai commencé à me poser les questions un peu en tant qu'être humain, tout simplement, en tant que mère aussi, en tant que citoyen normal. Quelles seraient les questions qui vraiment m'apporteraient là-dedans? Et c'est comme ça qu'après réflexion, j'ai créé ces frameworks un peu d'action qui se basent sur 5 piliers. C'est très simple, vraiment, c'est pas sorcier. C'est les premiers piliers, ça serait l'éthique. Ouais. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, et notamment parce que c'est la porte d'entrée, je pense. Le deuxième, c'est la légalité. Donc, c'est pas parce que je suis spécialement fan, mais parce que c'est nécessaire. Après, c'était la durabilité, et pas seulement dans les sens trend topic, écologie. Sinon, pour moi, la durabilité, c'est une question qui se pose aussi pas mal par rapport à est-ce que c'est durable à niveau socio-économique? Est-ce que c'est durable pas pour l'univers, la Terre? Est-ce que c'est durable pour l'être humain? Est-ce qu'on peut vraiment pondre en créature pareille et survivre avec, et progresser avec, bien sûr. Tu vois. Donc, ça, ce serait les 3e piliers. Après, il y avait l'inclusivité, pas tant dans un souci d'inclusivité des genres ou autre, mais surtout vraiment accessibilité. Est-ce que tout le monde peut avoir l'accès? Est-ce qu'on a l'accès au même niveau? Est-ce qu'il y a des inégalités ou pas? Et le 5e pilier, c'était la transparence. Donc, transparence, c'est un peu responsabilité des boîtes, qu'est-ce qu'ils font avec les données, est-ce qu'ils sont transparents par rapport à comment c'est utilisé, et à niveau des consommateurs, où sont vraiment nos droits, notre limitation, etc. Avec ces cadres-là en tête, j'ai commencé à démarcher des gens et leur parler un tout petit peu de ma vision, et c'est comme ça que j'ai créé un panel d'experts. C'est ce que je voulais. Je voulais avoir des vrais experts, parce qu'à nous, si on est 20, on fait un expert pour des vrais. Et pas ces gens un peu, je trouve, opportunistes qui se sont lancés un peu sur la partie un plus superficielle de l'OpenAI, si tu veux. Et je pense que les sujets, il est important. Et pour des sujets importants, on ne peut pas s'ériger en tant qu'expert. Il faut vraiment créer des panels. Il faut discuter avec plein de monde. Moi, j'ai appris énormément grâce à l'association. Sans l'association, aujourd'hui, j'aurais fait une petite formation ChatGPT. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on en parlera. Et ça a évolué. Donc, les idées de VVS ont évolué. Au fur et à mesure aussi, parce que je pense qu'on commence à savoir où on va. Et au fur et à mesure qu'on découvre la bête, on se dit, il faut agir là, ou plutôt là, etc. Et j'ai appris énormément, j'apprends encore, et c'est work in progress, comme on dit. Donc, voilà. Ok. Il y a des gros projets qui ont déjà été faits ou qui vont se faire? En fait, c'est ça, c'est marrant. Donc, on a commencé, et pour moi, l'idée, c'était de créer des labels par rapport à chacun de ces piliers. Et c'est vrai que l'idée, elle est là, le projet, elle est là. On est en train de travailler dessus. On a un avocat, on a des data scientists, on a des formateurs, on a des gens qui sont en train de se poser des questions sur cette affaire-là. Mais c'est tellement complexe. C'est tellement complexe qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que si quelqu'un sort un label demain, il faut vraiment un peu se méfier. Et nous, on est dessus. On pense qu'on va pouvoir les sortir à un moment donné avec certaines limitations, et pour lesquelles on va être transparent toujours. Voilà les limitations qu'on aura. Mais pour aider quand même, guider les consommateurs, on va pouvoir faire ça. De l'autre côté, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grattait
un peu dans qu'est-ce que c'est l'IA, est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est fiable, est-ce que blablabla, est-ce que c'est éthique. Les plus on se rend compte que la bête, elle est méconnue, les plus j'ai commencé à me poser la question et me dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour les générations qui vont être natives de l'IA. Parce que pour nous, c'est le dernier trou qui brille. Complètement, c'est un gros sujet pour eux. Voilà. Ouais. Pour eux, ils vont être nés et la première fois qu'ils vont aller à l'écran, en fait, ils vont se trouver qu'il y a cette technologie de dingue, absolument monstrueuse. Et ils vont prendre ça comme la normalité. À partir de là, quand c'est la normalité, c'est trop tard pour se poser des questions. On le sait déjà parce que nous, on n'est même pas nés dans l'Internet. Je sais, hein, moi, je suis encore plus vieille que toi. Mais on n'est pas nés et pourtant, on a passé tellement vite à ne pas se poser des questions, à cliquer sur tous les terms and conditions, à se poser des questions, à donner son âme ici, à droite, accepter à gauche. Les cookies, oui, j'accepte. Les cookies, c'est quoi? Ouais, j'ai un creux, donc vas-y. On ne se pose pas des questions et pourtant, on n'est pas nés dedans. Ouais. Et on a vu les générations qui sont nées dans l'Internet, déjà, ils sont un rapport qui est complètement différent. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe avec la génération qui est née avec l'IA? Ouais. Ah là, c'est énorme. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé donc une série de livres pour enfants que j'aimerais développer après pour animation scolaire, pour des formations, des ateliers, même la gamification, etc. Et cette série, elle s'appelle Tech Tales en anglais, donc les contes de la tech. Et ce qu'on essaye, c'est de démocratiser un peu déjà qu'est-ce que c'est. Donc, les premiers livres, j'ai mis un peu ici. Il y a un joli petit robot dessus, ouais. Ouais, il y a les petits jolis robots, en fait, qui a les logos de l'association. Voilà, on a pris un artiste vraiment pour faire ça. Donc, c'est pas fait par l'AI, c'est écrit par moi. Et puis, c'est écrit avec l'aide de tous les experts de l'association aussi, surtout. Je suis allée me renseigner vers les uns, vers les autres. Ça, c'est juste une petite introduction à qu'est-ce que c'est. Donc, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, comprendre qui était derrière dans l'histoire, l'AI, comment ça s'est développé, etc. Donc, c'est juste une petite introduction. Après, la série, elle voudrait vraiment se pencher sur des autres affaires, sur des autres questions. Par exemple, comment motiver les jeunes générations pour avoir une pensée critique, pour rester vraiment à toujours questionner et ne pas prendre qu'est-ce que l'AI dit comme une vérité absolue. Donc, de temps en temps, il faut quand même contraster les infos. Il faut de temps en temps prendre un livre, ma foi, et sortir un tout petit peu, aller peut-être dans une bibliothèque, discuter avec les gens, contraster. Ne pas croire tout ce qu'on voit. Après, il y a pas la question de la pensée critique, il y a un peu les affaires d'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? Parce qu'on va en discuter plein, je pense, tout à l'heure. Ouais. Mais on parle de l'éthique dans l'IA sans savoir rien sur l'éthique en soi. Donc, c'est marrant. Maintenant, l'éthique, tout le monde a ça en bouche parce que c'est à nouveau, ça fait un peu peur, c'est un peu inquiétant. Mais qu'est-ce que c'est l'éthique et pourquoi elle est importante? Si on apprend ça aux nouvelles générations, peut-être qu'elles vont toujours regarder les nouvelles technologies déjà avec ces lunettes, à travers ces lunettes. Et c'est important, voilà. Et donc, c'est une série qu'on essaie de développer. On a besoin un peu d'avoir les fonds, d'avoir des participations, mais c'est chouette. Tu m'as dit vraiment... que VVS ne s'occupe pas que de l'IA, c'est beaucoup plus large que ça, finalement. Tout à fait, ouais. En fait, par exemple, dans ces livres-là, il y en a un qui va s'occuper notamment du métaverse. On va parler des algorithmes. Réseaux sociaux aussi, non? C'est ça, les comportements adoptés. Ouais. Après, par contre, c'est vrai que nous savons que derrière les réseaux sociaux, et c'est qu'on te présente dans ton feed, c'est quand même de l'IA. Ouais. Mais les gens séparent beaucoup qu'est-ce que c'est les Open IA qu'on connaît comme ChatGPT, etc. Des l'IA qui étaient déjà présentes avec Alexa, avec les algorithmes, etc. Donc c'est vrai qu'on sépare un peu ces notions, même si on sait que si on est des puristes, ça reste de l'IA. Ouais. Voilà, la technologie est la même. Mais oui, on parle d'Internet, des temps d'écran, des dangers, de la privacité quand on se connecte à Internet. Pourquoi c'est important de garder une privacité? Comment on trouve cet équilibre entre être tout le temps connecté et avoir tous ces bénéfices d'être connecté, mais en même temps, avoir ses droits de ne pas être connecté, quoi. Vraiment, on n'a pas une obligation d'être connecté. Et je pense qu'il y a des générations qui ne peuvent même pas l'imaginer. Finalement, cette problématique, elle touche les nouvelles générations, mais même notre génération, les générations d'avant, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de comportements sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément toujours adéquats.
des choses qui sont publiées, qui ne sont pas toujours bonnes à être publiées. Tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai devoir finalement d'éducation par rapport à ça. Déjà, il y a de la désinformation qui est très dangereuse, mais ce qui est marrant, c'est à nouveau, c'est pas les technologies qui font ça, c'est notre façon d'être au monde qui fait ça. Ouais. Parce que avant la technologie, on avait de la désinformation en mode de propagande poussée par des gouvernements. On a dans l'histoire plein d'exemples où il y a eu de la désinformation et on n'avait pas besoin de technologie pour se désinformer. On est très doué pour se désinformer. On est très doué pour ne pas établir une pensée critique. On est très doué pour creuser sa tombe. Seulement, avec les technologies, on les fait plus vite et on les fait tout le temps. Complètement. Donc, non, c'est juste... j'ai parlé d'opportunisme, de ces personnes qui ont sauté sur l'opportunité pour dire, voilà, je suis expert ChatGPT, je suis expert ça et l'autre. Et moi, quelque part, on peut dire aussi que j'ai été opportuniste et j'ai sauté sur l'opportunité vraiment de dire, je pense que c'est un moment historique pour se pencher sur des affaires qui n'intéressaient personne. Ouais. Et aujourd'hui, peut-être que par les bilans de l'IA, il y a des gens qui vont s'intéresser un peu à l'éthique, un peu à revisiter comment on éduque nos enfants, etc. Mais c'est justement... Donc c'est opportuniste. Exactement. C'est opportuniste, mais pour les biens. Pour le bien du monde. Pour les biens. Et de nos enfants surtout. Oui, mais après, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on parle d'une association qui est non-profit et on parle d'éthique, on s'est rempli la bouche avec de la bonne foi et de la bienveillance, on s'est dit, ah ouais, bon, c'est gentil, c'est plein. Mais en fait, il faut vraiment comprendre profondément que comme l'écologie, la question, c'est de la préservation des soi en tant qu'espèce. Et l'écologie, c'est pas, on se soucie pas de la terre. La terre, elle va se porter bien. Les cafards, ils vont adorer qu'on disparaisse. Il y a aucun souci. Avec ça, c'est la même chose. Ouais. En fait, on cherche pas l'éthique parce qu'on est des gens bien. On cherche l'éthique parce que ça nous aide à fonctionner entre nous et à progresser. Si on fait pas gaffe, allez, essayons. Après, toutes les dérives qu'on connaît. Ouais. Essayons. Je veux dire, c'est... Pourquoi pas, hein? Essayons. Mais il y a les cafards, les rats, les machins, ils vont se porter très bien. Ils seront mieux, je pense. Ils vont voilà. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas imaginer que, voilà, c'est bucolique, c'est violent et choses. Non, il faut se réveiller parce que c'est pour notre bien. Et on a des enfants, on n'a pas des enfants, on s'en fout. Les enfants, c'est une façon d'amener une certaine éducation, c'est pas ça. Mais en tant que société, soit on se réveille, soit on se réveille pas. Il n'y a pas 1000 options non plus. Voilà, on peut pas être en léthargie éternelle. Complètement. C'est un peu. Je reviens du coup sur les enfants. Ils sont nés dedans, ils baignent dedans, ils vont grandir avec ça. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les 5 à 10 prochaines années par rapport à cette énorme arrivée de l'IA dans nos vies? C'est arrivé en 2022 avec ChatGPT, qui a vraiment bousculé quelque chose. Avant ça, il y avait de l'IA, comme tu l'as dit, depuis longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui a explosé récemment. Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment des avancées énormes, des changements énormes pour nous et pour nos futures générations dans les 5 à 10 prochaines années? Je peux presque pas imaginer, tellement c'est énorme. Je pense que tu t'en doutes aussi. Je pense qu'on s'en doute tous. Et c'est pour ça que c'est aussi trending topic, parce qu'on a un peu ce positionnement entre ceux qui nient complètement l'arrivée de l'IA comme non, c'est juste un gadget, etc. Il y a ceux qui sont absolument catastrophiques dans leur approche. Et puis après, il y a des gens comme nous, je pense, qui vraiment regardent ça avec curiosité et avec un regard ouvert, progressiste, à pas démoniser quand même le progrès, parce que quand il est là, il est là. Mais dans 5-10 ans, je peux même pas imaginer. Et regarde l'évolution en une année. C'est ça. Regarde l'évolution en une année. Je pense pas, je veux pas alarmer non plus. Si tu me poses une question pareille, c'est difficile, par exemple, de pas dire que, sincèrement, je ne vois aucun métier qui pourrait être à l'abri. Ouais. Je ne le vois pas. Peut-être pas perdre son travail, mais l'impact, il va être présent, c'est certain. Et peut-être pas perdre son travail, mais même aujourd'hui encore, avant l'IA, pas tous les mois arrivent à trouver un travail. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens, par exemple, on peut parler des gens des 25 à 40 ans, peut-être ça va, mais en dessus des 40, plus jeunes, ou des personnes qui ont des handicaps, ou etc., ou des circonstances un peu plus désagréables, il y a des gens en taux de chômage, parfois à niveau mondial, qui est compliqué. Si tu rajoutes l'IA à ça,
moi, je vois aucun métier qui pourrait vraiment résister. J'aurais plus de 40 ans dans 5 ans, tu me fais peur. Moi, je n'ai déjà... Voilà. Donc, tremble avec moi. Tu vois, non, mais... En même temps, je ne démonise pas ça. Je ne trouve pas que c'est catastrophique, en fait, parce que, OK, l'IA pourrait venir et vraiment donner un coup de pied et casser les paradigmes dans lesquels on est assis aujourd'hui. Oui, so what? On change de paradigme. C'est nous qui avons quand même... Il ne faut pas oublier non plus que l'économie, c'est nous qui l'avons inventée. Ce n'est pas en force de la nature, l'économie. Bien sûr. Les systèmes économiques, capitalisme, autres machins, on les a inventés. Ce sont des accords sociaux. Donc, je veux dire, il y a un moment aussi, il ne faut pas trembler. Et c'est une technologie qui pourrait faire que peut-être demain, on n'a pas besoin de travailler autant. Peut-être qu'on n'a pas besoin de travailler comme ça, sinon autrement aussi, d'une façon un peu plus créative ou relax, ou moins de temps pour plus de gains. J'en sais rien, en fait. Mais on parle souvent de revenus universels grâce à l'IA, finalement, ne plus travailler pour son plaisir. Exactement. Et se concentrer sur l'art, sur les belles choses qui nous font du bien. Peut-être que c'est une solution qui nous fera tous du bien. Franchement, c'est un changement. C'est aussi bête que c'est juste un petit changement de paradigme. Donc, en fait, aujourd'hui, on croit tous, de façon collective, qu'il faut travailler pour gagner l'argent. Mais à nouveau, on s'est accordé sur ça. Si demain, on dit, non. Tu vois? Non. Ou si on se met d'accord, tu me sors un billet de 100 et je te dis, ça, c'est un billet de 3. Et il y a 2000 millions de personnes qui disent, que c'est un billet de 3. C'est fini. Ton billet, il ne coûte pas 100. Il coûte 3. Et c'est basta. Donc, en fait, il ne faut pas trembloter autant non plus. C'est nous les consommateurs. Donc, même si on sort OpenIA et on trouve que ça ne va pas, parce que ce n'est pas éthique, ce n'est pas transparent, etc., on arrête. Si on veut, on arrête. C'est pas non plus, on ne nous oblige à rien. Mais c'est là après qu'il y a toute la complexité finalement de bouger ces grosses structures où s'ils sont vraiment implantés, ils sont puissants, il y a beaucoup d'argent derrière, et les arrêter est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un vrai devoir d'éducation sur monsieur, madame, tout le monde, sur les petites entreprises, pour vraiment qu'est-ce qu'on en fait et comment on avance ensemble. Parce qu'on sait qu'il y a énormément une grosse problématique sur les biais, sur les hallucinations, sur les préjugés qu'il y a dans ces outils comme ChatGPT, pour ne citer que lui, parce qu'il y en a plein d'autres. C'est celui-là qui est le plus connu. Voilà. Donc, on parle OpenIA, on parle ChatGPT pour démocratiser un tout petit peu les discours. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est énorme, mais c'est énorme parce qu'on les nourrit. Donc, c'est ça, à nouveau, qu'on ne se rend pas compte. En fait, la bête, elle grandit au fur et à mesure que tu l'utilises. C'est comme un muscle que si tu ne travailles pas, il s'atrophie. Et nous sommes en train de lui donner, à chaque fois que tu lui dis, écoute, ChatGPT, voilà, je dois faire une présentation sur ces sujets, voilà la documentation que j'ai, tu me les traduis en 3 langues, tu me les mets dans tel format. Il est en train de se nourrir de ça, il est en train de devenir ce qui est aujourd'hui. Ça fait 1 an et quelques qu'on est en train de le nourrir. Et en fait, maintenant, c'est devenu une puissance, mais c'est nous qui l'avons nourri. Complètement. Je ne sais pas comment expliquer. On a créé une bête quelque part. On a créé la créature de façon collective. Et de façon collective, je ne dis pas qu'on peut la démonter, mais on peut la délégitimiser si on estime que c'est nécessaire. Complètement. J'insiste, c'est pas, j'appelle pas pour une révolution là contre ChatGPT, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste pour dire que faut se calmer aussi. Il faut se rappeler qui nous sommes. Nous sommes les créateurs de ces technologies. Pas moi personnellement, pas toi personnellement, mais c'est une créature. Et il faut que cette technologie, elle sert l'humain et pas à l'inverse. Et c'est juste maintenir un tout petit peu cette idée que c'est pas les marteaux qui viennent prendre l'humain et faire comme ça. C'est à l'inverse, quoi. Et là, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est pas un marteau, quoi. C'est incroyablement intelligent, c'est incroyablement capable, flexible, souple, adaptable. Ça grandit exponentiellement comme rien qu'on a vu auparavant. Et puis une vitesse folle. On est sur un outil qui a passé le 1 million d'utilisateurs en 5 jours. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est une bête qui a explosé d'un coup, qui est rentrée dans nos vies, puis qui a tout chamboulé, et qui est encore en train d'évoluer. On parle de cet été avoir GPT-5, qui est encore la nouvelle mouture, avec Sora, qui est celle qui va créer des vidéos. On voit des vidéos qui sont... Les buzz avec Sora, on n'en peut plus.
Dans la communauté, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on veut voir, on veut savoir. Ouais. Et en fait, c'est démentiel comment ça a changé notre vie en une année. Moi, aujourd'hui, je discute parfois, j'ai des questions même personnelles. J'ai un problème avec un enfant et je lui pose la question si jamais. C'est pas que je ne sais pas, mais je lui dis, j'ai cette problématique, j'ai pensé à faire ça, à lui dire ça à mon enfant. Et en fait, c'est compréhensif, c'est empathique, les machins. Ça ne l'est pas, mais ça mime. Ça simule, ouais. Ça simule l'empathie, ça simule. Et finalement, tu vois, en philosophie, il y a les utilitariens, par exemple, qui disaient, finalement, c'est pas important qu'on t'aime, c'est important que tu ressens l'amour. C'est le but ultime, c'est la répercussion ultime et pas vraiment les processus. Ouais. Donc, il y a un moment qu'on s'en fout si les trucs, il ne peut pas ressentir. Tant qu'il peut émettre les résultats d'un sentiment dont on a besoin. Et c'est jamais vu. On compare avec Internet, on ne peut même pas. Ça a absolument rien à voir. Et déjà, l'impact était monumental. Ouais. Je pense qu'on ne mesure même pas l'impact et on ne mesure clairement pas l'impact de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Là, moi, je me rappelle la première fois que je me suis connectée sur Internet, c'était les meilleurs jours de ma vie. C'était incroyable. Ouais. Vraiment, j'avais 1 heure, tu vois. On m'a donné 1 heure pour me connecter. Et les modems faisaient et il fallait attendre, c'était à pédale. C'était les trucs à pédale presque. Et puis tu t'es connecté, c'était les petites pages comme ça, blanc et noir, avec des photos mal et tout ça. Et c'était déjà, j'ai pensé que je vivrais pas de mon vivant plus gros que ça. Et regarde-nous quoi. Regarde-nous. Là maintenant on voit des robots, on voit plein de choses qui sont en train d'arriver, c'est juste phénoménal. Bah ouais. En parlant des métiers qui vont être remplacés, c'est aujourd'hui l'IA, on l'a à l'ordinateur, mais des moments qui vont prendre des robots complètement performants pour la construction, pour je sais pas, des métiers un peu par exemple dans les usines, pour les voitures, pour garagistes, etc. Pourquoi pas? Tu vas avoir vraiment des machines qui vont opérer dans les blocs avec une intelligence qui est chargée des milliers, des millions et des millions de données. Donc, elle est moins biaisée, elle a plus de possibilités de ne pas se planter. Comment on peut compétir avec ça? On ne peut pas compétir avec ça déjà parce ça fait tellement d'années qu'on nous demande d'être performants, d'être comme des robots, que quand les robots ils arrivent, on ne peut pas être plus robot qu'un robot. Donc, il va falloir vraiment qu'on commence à se juger, nous, avec un autre barème. Un barème dans lequel, oui, on pourrait avoir une chance, tu vois, parce que là, si c'est performance, produire, machin chose, non. Et j'ai envie de dire presque que les seuls pouvoirs qu'on a aujourd'hui, presque, c'est que nous avons les pouvoirs d'achat et de consommation. C'est la seule chose que l'OpenAI ou AI ne peut pas faire. Ils ne peuvent pas consommer. Donc, les grosses boîtes, encore, ils ont besoin de nous pour consommer. Mais jusqu'à quand? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont avoir un salaire, ces machins? J'ai vu récemment la vidéo de présentation du robot Figure One, qui est un robot qui a été fait par l'entreprise Figure en association avec OpenAI et qui est alimenté directement par ChatGPT, GPT-4. C'est bluffant. On lui demande quoi que ce soit, il le fait. Alors, sur les vidéos, il montre que les meilleurs moments. Après, j'ai pu voir d'autres vidéos où on voit que des fois, il s'y reprend à plusieurs fois. Mais toi aussi, parfois, on te pose une question et tu ne sais pas. Complètement, bien sûr. C'est parce que parfois, on va lui reprocher de dire non, mais il n'est pas parfait. Parfois, il hallucine. Et pas moi. Pas moi. Ça m'est arrivé tellement des fois de dire à quelqu'un oui, parce que je me suis trompée sur tout. Les dates, les faits, tout. Et après, j'ai dit, ah oui, non, c'était pas de tout ça, tu vois. Ça, c'est un truc que je trouve hallucinant, c'est que les gens, comme ils se plaignent de l'utilisation de ChatGPT, alors qu'eux-mêmes sont loin d'être aussi parfaits que ce qu'ils attendent de lui, finalement. J'ai beaucoup remarqué aussi dans les groupes des communautés où on est les deux, on s'est rencontrés comme ça, des gens aujourd'hui, ChatGPT, ça a pris presque 3 minutes à me faire un rapport de 10 feuilles. Et toi, Coco? Ça te fait 3 mois, à toi. Et toi, Coco, combien ça te prend de faire ça? Est-ce que tu arrives à le faire seulement, tu vois? Comment c'est possible qu'on ait cette capacité de frustration? Habitué, en fait. On s'est déjà habitué à un outil qui est en train de nous changer la vie et qui est tout neuf. Déjà, on se plaint parce qu'on ne le trouve pas suffisamment fort. C'est là que se pose la question, est-ce qu'on mérite vraiment de s'extinguer finalement? Parce que quand je vois ça, j'ai dit non, mais parfois tu vois ça et tu te dis, mais franchement, quoi. Moi, sérieux, je vais me rappeler tous les jours un tout petit peu et de la merveille qu'on a en face, quand même.
Parce que c'est le travail qui a été derrière depuis les années, je sais pas, 40, 50, qui ont créé la base de ce qu'aujourd'hui on appelle l'IA. Ouais. Mais c'est monstrueux. On est capable des choses tellement formidables, tu vois. Et parfois, on oublie. On oublie ton frigo, il marche, tu ne te demandes pas pourquoi, comment il marche, l'électricité, tout. J'ai regardé ça récemment avec ma copine, de voir à quel point le frigo est récent. On sort complètement du sujet, mais le frigo, c'est un truc qui est hyper récent. Tu te dis, mais attends, mais c'est normal en fait pour nous d'avoir un frigo à la maison. Tout à fait, et ça, c'est en train de revenir là-dessus, où finalement on se dit, c'est normal d'avoir ChatGPT pour ceux qui l'utilisent. Tout à fait. Le truc, il a 2 ans. Tout à fait. Et on se plaint déjà. Ouais. Et en plus, il y a une partie qui est gratuite, qui est très performante. Ouais. Donc, en plus, c'est gratuit. Ouais. Et ils sont là, mais il prend 10 minutes. Non, mais on est où? C'est ça. Non, mais c'est vrai, par rapport au frigo, ce que tu dis, moi, j'habite une vieille ferme aménagée, comme ça, mais c'est vieux, comme, tu vois, les murs comme ça, les trucs. Et c'est vrai qu'il y a une petite niche qui sert à rien au salon, un peu creusée dans les murs. Et j'avais demandé, c'est quoi ça? C'est une armoire? C'était une porte? Et ils me disent, non, ça, c'était un frigo. Je comprends pas. Et en fait, les murs sont gros, donc c'est vrai que c'était dans les creux, des gros murs qui ont gardé la fraîcheur, on mettait là les machins. Et tu te dis, ça fait pas si longtemps, mais ça quand même. Tu vois? Ça fait pas si longtemps. Je pense qu'on oublie très vite finalement tout le petit luxe en train de se créer, et puis qui est tellement neuf en fait. Et ça va tellement vite. C'est en train de prendre une accélération aujourd'hui. Ouais. Moi, je me suis énervée déjà avec mon aspirateur qui va tout seul dans la maison parce que parce qu'il se prenait un tapis, tu vois. Et, oui. De l'IA très bête, mais il y a de l'IA. Et l'IA, il est assez bête. Celui-là de ma maison, en tout cas, il est pas. Tu cites pas de marque, on va pas. Non. Tant qu'on n'est pas sponsorisé, hein. Voilà. D'ailleurs, on a besoin. On est preneur. Non, je rigole. Tu peux couper ça si tu veux. Il n'y a pas de souci. On garde tout. On prend tout. Non, pas certaines marques, mais on va pas citer. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette frustration qui s'est créée. Et puis, c'est pas en discutant aussi des choses qu'on voit autour de nous dans les communautés, tu vois, même si on s'écarte un peu. Mais t'as pas vu, il y a beaucoup de gens qui postent, qui parlent, ils disent ouais, mais de toute façon, l'IA, elle va jamais progresser parce que elle est pas aussi créative que nous, elle a pas des sentiments, ou elle a pas des choses qui sont intrinsèquement humaines. Tu vois, c'est toujours quelque chose qui m'embête un peu quand j'entends ça, justement, parce que aujourd'hui, il n'y a pas ça. On parle beaucoup en ce moment de Sam Altman et de Zuckerberg, qui développent avec une AGI, donc une intelligence artificielle générale, qui, elle, serait potentiellement plus intelligente que l'homme. Et alors, certains pensent que ça n'arrivera jamais. Eux, les deux, ils pensent que ça arrivera et que ça arrivera très vite. Potentiellement, et j'ai même entendu parler de l'année prochaine avec Zuckerberg qui voudrait le rendre en plus accessible à tout le monde sans avoir de réel contrôle dessus. Et ça, là, on est sur quelque chose qui pourrait potentiellement comprendre toutes nos émotions, tout ce que tu veux. De quelle manière, ça, on ne sait pas. Est-ce qu'elle pourra la reproduire? Ça, on ne sait pas, on verra. Mais c'est une technologie qui peut potentiellement faire peur parce qu'il y a tout qui est possible derrière, en fait. En fait, moi, je ne suis pas étonnée du tout. Parce qu'à nouveau, quand tu reviens, en fait, à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout si la machine ou la technologie, elle peut ressentir, par exemple, une insécurité ou l'amour ou la peur. Tant qu'il peut émuler qu'il la ressent et tenir un discours cohérent qui fait que semblerait qu'il peut la ressentir, l'empathie, etc. En fait, c'est ça qui va être preneur. Et après, les gens qui disent il peut pas ressentir ça, il peut pas. Ça, c'est souvent la première critique qui revient. Voilà. Et moi, ça me fait marrer parce que je me dis, ça, c'est des trucs qui, pour la performance capitaliste, sont handicapants. C'est pas le capitalisme, il n'a pas besoin qu'on ait des états d'âme. Je sais pas comment te dire. Le capitalisme, ça en fout que moi, je sois prémenstruelle. C'est très humain, mais c'est handicapant. Il s'en fout que j'ai pris un peu froid et puis aujourd'hui je peux pas venir au boulot et ça me rend humaine. Ouais, bravo. Mais pour le capitalisme, pour la performance, pour la production, c'est pas ça qu'ils veulent. Ouais, bien sûr. Donc finalement, on est en train de se défendre au lieu d'avec notre vertu, avec notre handicap. On dit ouais, mais nous, on est pire. Oui.
C'est ça les problèmes. C'est bien ça les problèmes. Clairement. Parce que tant que c'est les barèmes qui est pris pour nous juger, c'est vraiment à nouveau performance, production, etc. Bah, on est à la traîne. Ouais. Bah, c'est une course olympique et nous, on manque nos jambes, quoi. On est clairement face à des monstres et on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et justement, je voulais rebondir là-dessus, sur ces fameux monstres. Il y a une ONG autrichienne qui s'appelle, Noyb, N-O-Y-B, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a porté plainte contre OpenAI récemment, Ouais. la semaine dernière, si je ne me trompe pas, donc fin avril, en disant, en gros, OpenAI ne respecte pas les réglementations du RGPD, donc les réglementations européennes, parce que les données qui sont données par ChatGPT sont majoritairement fausses. En tout cas, une bonne partie sont fausses. Maintenant, où va aller cette plainte, jusqu'où elle va aller, ça, on va voir, l'avenir nous le dira. Toi, en tant que présidente d'une ONG tournée vers la tech, finalement, et qui se tourne aussi énormément sur l'éthique, qu'est-ce que tu penses de cette plainte et de tout ce processus ? C'est absolument évident que quand ils ont lancé OpenAI, ils ne l'ont pas fait avec une légalité au centre. Déjà parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'il y a cette zone grise qui va permettre pendant un bon moment qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent, parce que les lois ne peuvent pas toujours suivre les technologies. Ouais. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça qu'à nouveau, par exemple, dans les 5 piliers des VVS, de l'association, tu commences par l'éthique. Pourquoi tu commences par l'éthique ? Parce que tant que les lois ne suivent pas, n'ont pas compris tout, etc. En fait, la boussole qui va vraiment guider une société, ça va être vraiment de notre responsabilité en tant que consommateur. Et finalement, ChatGPT, il va faire ce qu'il veut tant que les consommateurs, en plus, ils le permettent. Ouais. C'est à nouveau, c'est la même chose. Le pouvoir nous revient, la responsabilité aussi. Tu vois ? On peut pas... Combien de fois dans l'histoire, en plus, tu peux dire même, il y a des milliers d'exemples où quelque chose n'était pas éthique, n'était pas moral, mais c'était légal. Donc même, on ne peut pas juste s'appuyer sur la légalité des choses. Il y a un moment qu'on doit se poser la question et se dire, est-ce qu'on comprend vraiment les implications des choses ? Est-ce qu'on est prêt à accepter les prix qu'on a à payer pour avoir des choses comme ça. Comme tu me disais, c'est gratuit, si tu ne payes pas... Si tu ne payes pas, c'est toi le produit. C'est ça. Et là, c'est tellement flagrant. Bien sûr. C'est genre, il n'y a pas de Bien produits sûr. sans les petits trous que tu lui mets. C'est complètement ça. Et après, à nouveau, ce n'est pas pour démoniser. Ce n'est pas ça. Non, mais c'est une réalité. Il faut le savoir quand on utilise ça. Il faut être juste un tout petit peu éveillé et dire, voilà, est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est bla, bla, bla? Et chacun, il doit établir quel est son code moral, jusqu'à où il peut aller et se sentir quand même qu'il n'est pas en train de vendre les futurs de ses enfants, des prochaines générations, de soi-même. Ouais, c'est clair. C'est juste ça. Après, il n'y a pas une éthique. Il y en a autant comme personne, mais c'est juste nous, notre mission vraiment, c'est d'éveiller un tout petit peu les consciences, de remuer un peu les peaux, tu vois, et faire que les gens disent, ok, ouais, je ne dois pas m'attendre à tout simplement, est-ce que c'est légal, est-ce que machin, si ça passe, l'autre il fait, moi aussi. Ouais, ça va un moment, mais on est censé être des adultes, on est censé faire tourner une société. Quand même, quoi. Et l'éthique me semblait une bonne entrée à débat. Peut-être qu'il y en a des autres, et moi je suis complètement ouverte à Mais ce débat, il voir. est hyper important, puis il est vraiment au cœur de l'actualité, il est vraiment important. Je pense aussi, ouais. Parce qu'il touche tellement de pôles autour de ce fameux ChatGPT, mais une fois de plus, il n'y a pas que lui, il y en a plein. Et c'est... Il y a vraiment une surutilisation, on l'a vu, 1 million en 5 jours, et c'est de pire en pire, enfin de pire en pire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais l'utilisation de plus en plus est monstrueuse. Et j'entends beaucoup de gens l'utiliser comme s'ils utilisaient Google déjà, en mettant tout et n'importe quoi dedans. Et en n'ayant aucune conscience de tout ce qui peut se retrouver, tout ce qui peut être pris de leur prompt, de leur input, de leur demande, et tout ce qui peut se retrouver dans l'output, dans la réponse de ChatGPT, que ce soit si on parle de biais de préjugés, on en a parlé un petit peu avant, où finalement, ChatGPT, il a été alimenté par tout Internet. On lui a donné à manger tout Internet. C'était pas ChatGPT, c'était les
lequel il y avait eu ces images où on cherchait des photos de la Deuxième Guerre mondiale. C'était Gemini. C'était Gemini. L'IA de Google, il s'est couvert des gloires, Gemini. Les pères fondateurs américains, il y avait un noir, un musulman et puis un Exactement. asiatique. Inclusivité ultra woke. à Complètement. Mais c'est là où c'est marrant. Moi, j'ai dit souvent que la technologie, toute technologie, Internet, mais l'IA, c'est parfait pour se rappeler que c'est un miroir. Ouais. L'IA, il n'est pas con en soi. Hein? Alors, moi, j'ai entendu récemment... Qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'il sorte ça? J'ai entendu récemment, justement, un data scientist qui m'a dit, il a constaté que pour lui, en tout cas, ChatGPT devenait bête. Et ce qu'il me disait, en fait, c'est qu'à force, nous, de l'alimenter avec nos données, eh ben, on a rendu bête un truc qui, à la base, était monstrueux, qui était incroyable, qui s'alimente de nous pour être meilleur, et que nous, à force, on le rendrait apparemment bête. Parce qu'on lui donne du fast-food. C'est ça. Et en fait, il devient gros, mais il ne grandit pas. C'est ça. Voilà, il est obèse, il a une cirrhose, mais il ne grandit pas. Il n'est pas en santé. Ouais. C'est ça. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on fait souvent ça, à nouveau, avant les technologies, avant tout ça. Quand un enfant, il est né, il est créatif, il n'a pas de limites. Et au fur et à mesure qu'il est avec la société, qu'il commence à aller à l'école, qu'il commence à interagir avec des adultes, on commence à les limiter. Et à les limiter, et à lui faire être d'une certaine façon. Ouais. Et c'est pour ça qu'un enfant qui grandit dans un pays ou dans un autre, ça va être un enfant très différent. Pourtant, ils sont nés pareils, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que quand on éduque, we miseducate aussi. C'est parce que tu fais des choix. Quand tu éduques, tu fais des choix tout le temps. Chaque phrase, chaque éducation que tu choisis, quand tu choisis de dire à un enfant, ça c'est bien, ça c'est mal, il y a un coup d'opportunité. C'est qu'il y a un trou qui se perd, il y a un trou qui reste. Et ça a toujours été le cas. En fait, nous sommes des algorithmes avec des pattes. C'est toujours ça. C'est si ça. Donc, la technologie, elle réfléchit un peu comme nous et elle va donner des résultats comme nous. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu le vois magnifié comme ça, tu vois ces miroirs et tu te dis, aïe, on n'est pas beau là. Ouais. On n'est pas beau. Et puis c'est ça. Tu peux l'ignorer et couvrir tous les miroirs et dire, voilà, de toute façon. ou dire, qu'est-ce qu'on peut faire différemment et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Mais c'est là que justement des initiatives comme ça, comme Virtual Society, surtout comme le livre, on l'espère en tout cas. Pour envoyer ça aux enfants, pour directement partir sur de bonnes bases. Apprenez un petit peu ce que c'est avec lequel vous allez grandir, parce qu'une fois de plus, c'est eux que ça concerne en premier. Nous, on va être concernés sur un certain aspect, parce qu'à un moment ou autre, ça va nous impacter sur nos vies privées et surtout professionnelles. Mais les gamins, ils vont grandir là-dedans et eux, ils vont directement rentrer dans un monde où ça sera partout. Tout à fait. Et combien de fois c'est l'enfant qui va venir un tout petit peu éduquer les parents sur certaines choses, pas seulement des trucs techniques, mais par exemple, je me rappelle, il y avait des petits programmes éducatifs écologiques à la crèche quand mes enfants ils étaient petits. Et je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais ma fille, elle savait même pas parler et elle venait, elle m'imposait de fermer des robinets partout, de tu te brosses les dents comme ça, maman ça va pas, etc. Et il y a un moment que parfois vraiment les changements ils peuvent venir des plus jeunes parce qu'avant vraiment qu'ils prennent des mauvaises habitudes, c'est là où il faut les faire. Et moi vraiment pour moi j'estime si on peut ramener les débats de l'éthique, de qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Si on peut ramener la pensée critique à l'avant-garde, complètement. Et juste peut-être une conscience de quelles sont les limitations des technologies, juste pour être conscient de voilà, avec ça, c'est déjà ça, tu vois. Vraiment, je ne suis pas ambitieuse au point de me dire, voilà, on va être en utopie, etc. Non, mais on se doit d'essayer. Du coup, ça tombe très bien. Pour la prochaine question, on est vraiment sur la base de l'utilisation. On va se mettre un peu en condition. C'est la première fois que j'arrive sur le site d'OpenAI. Donc, j'ouvre mon ordinateur, je lance le site d'OpenAI. Première fois de ma vie, je tombe là-dessus. Quels sont les conseils que tu donnerais à un nouvel utilisateur de ChatGPT ? Ouais, je dirais profite. Profite, si c'est ta première fois, profite parce que tu as toutes les connaissances qui existent presque
au bout des mains, quoi. Ouais. C'est merveilleux, c'est effrayant. C'est vraiment, tu ouvres une porte à un trou qui est infini, tu vois. Et mais ça, à la fin de l'illustration, tu vois, il y a un truc. C'est un peu ça. Tu ouvres cette porte où il y a un peu. Ouais. Le petit J'aime bien robot, cette ouais. image Ouais, comme ça où je t'invite à découvrir tout, quoi. Ouais. C'est à découvrir tout. Mais quand tu pars dans un voyage pareil, bah, tu vas pas les mains dans les poches, sans gourde. Bien sûr. Et il faut juste se dire, voilà, donc j'ai vraiment accès à toutes les connaissances du monde. Il faut que j'y aille avec un minimum de pensées critiques, avec cette curiosité recul, constante, de recul, curiosité, envie, gratitude aussi, tu vois. Genre, sois pas cette personne. On a connu les bibliothèques, nous. Ne sois pas cette personne qui se plaigne parce que ChatGPT ne t'a pas fait les rapports en 2 minutes. Ouais, on a connu les bibliothèques, marcher jusqu'à la bibliothèque, et avoir un sujet noté sur une feuille depuis une semaine que tu voulais enquêter, mais tu as dû attendre toute la semaine parce que tes parents te déposent à la bibliothèque et tout ça. Ah, toi, tu t'es déposé, moi j'ai marché. moi j'ai marché beaucoup. Tu vois, à Barcelone, quand j'étais petite, j'allais d'un côté. Bon, c'était agréable. C'est pas comme ici, il pleut tout le temps. C'était une jolie balade. Mais ouais, j'allais à la bibliothèque avec mes petites notes de la semaine parce que j'avais des questions. Ouais. Avec mon petit cahier des rien, quoi. Et j'allais, je cherchais les livres, j'ai passé des heures, etc. Et c'est dans cette quête-là aussi qu'en tant qu'humain, on trouve ses bonheurs aussi. Ouais, et là, on peut repartir sur des trous philosophiques, mais c'est vrai que notre bonheur, il est plus dans la quête que dans les retrouvailles finales. Et je pense qu'on sera toujours un peu comme ça. Donc, si on a des facilités de ces côtés-là, on va se débrouiller pour se compliquer la vie, pour faire en sorte qu'il y ait toujours une quête constante, parce que c'est ça qui nous anime. Ouais. Et il faut partir avec cet esprit un peu aventurier, c'est voilà. Prompter encore et encore, et puis s'amuser avec et essayer. Ouais. Oui, essayer différentes stratégies aussi pour voir un peu ce qu'il donne, ce qu'il a dans le ventre. Ouais. Je vois trop souvent des personnes qui essayent une seule axe, un seul prompt, une seule manière de faire. Ouais. Et puis, mais ça marche pas, c'est nul, puis j'aime pas, puis c'est pas si bien que ça finalement. Ouais. Non, essaye, va plus loin, essaye d'aller voir d'autres stratégies, renseigne-toi. Il y a énormément de créateurs de contenu, YouTube, Instagram, LinkedIn, ainsi de suite, qui proposent plein de choses pour vraiment s'améliorer dans cette utilisation. Mais finalement, je pense que ça doit être le même type de personnes qui rencontrent quelqu'un et dès qu'il ne voit pas qu'ils sont tous en commun, il ne va pas aller au-delà. Ouais. Et c'est vraiment ce manque d'envie, de quête et de l'autre qui va faire que aussi ChatGPT, tu le vois comme j'ai essayé, mais ça va pas. Ouais. Il faut vraiment avoir des générations qui restent vraiment curieuses de l'autre, curieuses des différentes façons de réfléchir, des différentes versions sur une même question. Et c'est là où ChatGPT, c'est formidable. Tu peux lui demander, donne-moi toutes les théories qui existent par rapport à ces sujets, et tu peux aller creuser. C'est très difficile d'être en désaccord avec une technologie qui a toutes les connaissances universelles. Comment tu peux être en désaccord quand il y a tout? Pour autant que tu vérifies ce qu'il y a derrière, bien sûr. Je vais dire, c'est ça. Si tu es en désaccord, c'est que tu es contre un mur en train de faire comme ça. C'est ouvre l'esprit. Et même cette obligation de t'informer, d'apprivoiser cette IA, il est obligatoire si tu as des enfants. Parce que c'est une fois de plus, c'est eux qui l'ont utilisé. Tu peux pas dire à ton enfant de le laisser faire si toi-même tu ne connais pas. J'ai grandi moi dans les réseaux sociaux. Mes parents ne maîtrisaient pas cette technologie et on voit toutes les dérives qu'on entend aujourd'hui. Alors fort heureusement, moi c'était les balbutiements un petit peu de ces réseaux sociaux, donc j'ai pas été impacté comme c'est impacté aujourd'hui. Parce que tu t'es mis tard. Voilà. Et c'est pas pour te critiquer. À nouveau, je suis plus vieille, donc j'assume. Mais c'est vrai que les pires conneries, si ce podcast permet de dire conneries, les pires conneries que j'ai faites. Tu peux tout dire ici. Les pires conneries que j'ai faites, c'était avant. Ouais. Du coup, j'étais safe. Je suis arrivée sur mon premier Facebook, j'avais déjà un certain âge, j'étais posée. Mais j'aurais été là, adolescente, des harcèlements. Ouais.
peut-être des cyberharcèlements, des histoires, je sais pas, des abus un tout petit peu relationnels ou des prédateurs sur Internet, etc. J'ai pas eu ça parce que j'avais déjà l'âge, mais on est en train de laisser un monde un peu derrière cette génération. Ouais. C'est un peu la cata, quoi. Ouais. Il y a un peu tout. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a du courant d'air de partout. Et puis, c'est très bien. Mais juste, faire un tout petit peu attention, quoi. C'est pas leur donner vraiment les outils pour naviguer tout ça. C'est juste ça. Justement, une fois de plus, pour rebondir, ça va extrêmement vite, cette technologie, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est une vitesse phénoménale. Selon toi, les principaux risques et les principales opportunités qu'on pourrait retrouver dans cette technologie dans les années à venir, je sais que moi, ça me fait peur, en même temps, ça m'excite. C'est juste paradoxal, le truc, parce que je me dis, on est face à une montagne et j'ai envie de la gravir le plus vite possible. Mais en fait, la montagne, à tout moment, on peut avoir une avalanche qui nous tombe sur la gueule, quoi. Oui. Oui. Non, mais tu l'as dit, pour avoir de la peur, il faut de la passion, tu vois. Donc, c'est normal d'avoir de l'excitation et la peur en même temps. C'est la passion, en fait. Ça veut dire que toi, tu fais partie de ces personnes qui y vont avec curiosité. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas peur, mais la curiosité, le fait que tu as cette passion pour savoir, pour apprendre, pour t'informer, etc. Donc, tu vas partir quand même avec une présence d'esprit, d'éveil. C'est très bien. Et c'est normal d'avoir peur. Et c'est normal de ne pas savoir où on va, etc. Moi, je trouve que c'est la seule option possible aujourd'hui. Après, dans les futurs, quelles sont, pour moi, l'opportunité, on l'a évoqué déjà, l'opportunité, c'est de prendre à ça aujourd'hui et se dire, c'est tellement un moment historique, c'est tellement gros qu'on doit profiter en tant que société vraiment de regarder ça comme un gros miroir dans lequel on se regarde et on commence peut-être à prendre conscience de certaines choses qu'on ne voyait pas forcément de notre société, tu vois. On ne la voyait pas. Genre cette espèce de bipolarité terrible qu'on vit depuis des années avec les réseaux sociaux et les algorithmes de l'IA derrière. Déjà, il y a eu ces trucs où c'est toujours sur ton feed de ton réseau social, tu as soit pour, soit contre un sujet, tu n'as jamais des autres options. Et c'est dangereux, tu vois. Et maintenant, avec l'IA, parce que tu lui fais une phrase, elle te dit un truc et tu dis non, mais j'ai pas d'option, ou tu la trouves pas, ça te réveille un peu l'esprit de dire on n'est pas en train d'aller du bon côté des choses, quoi. Et ça, c'est l'opportunité la plus rose pour moi. Après, aussi profiter pour un possible changement de paradigme. Peut-être ne pas continuer à voir l'humain comme seulement productivité, performance. On le sait tous. Je sais pas, moi, je viens d'un milieu où je travaille dans des boîtes internationales depuis 20 ans. Moi, je suis pas notée par mon humanité. Je suis notée par ma performance, par ma productivité. Ça va un moment. Mais c'est sûr que si on a des machines en face, on a une technologie comme ça, jamais on va s'en sortir face à ça. Déjà, on s'en sort comme on peut, épuisé. Voilà, on n'arrive presque pas à arriver à la fin de la soirée avec un trou pareil. Donc, c'est une opportunité aussi de dire, voilà, qu'est-ce qu'à nous qui vraiment va faire la différence. Et puis, voilà, et les risques, c'est de se perdre dans tout ça, de vraiment ne pas se regarder dans les miroirs, de vouloir être plus performant genre, que la machine, c'est qui est absolument absurde. On ne pourra pas. Et puis voilà, et peut-être passer des côtés des choses qui importent vraiment dans la vie. Genre, on les sait tous finalement. On n'a pas besoin des gros livres de philosophie. C'est tout ce qui nous anime, ce qui nous passionne, l'amour. L'amour de l'humain, finalement, peut-être que c'est ça qui va nous sauver. Parce que oui, l'IA, elle est parfaite, elle est productive, elle est machin. Mais finalement, je pense que ça va nous manquer notre imperfection. On va apprendre à s'aimer, tu vois, on va se regarder dans les miroirs à la fin, on va dire, OK, on est un peu con, on est machin, on n'est pas top, on n'est pas super performant, mais peut-être que ça va passer par une acceptation qui nous sommes et on va commencer à s'aimer, s'accepter et dire, OK, l'IA, c'est sympa, mais
mais je ne vais pas mettre à ce qu'il y a fait au Louvre. Je ne vais pas m'émerveiller devant un œuvre IA. Je ne vais pas... Voilà. Donc... cette fameuse moins sensibilité performance, et l'amour. plus d'amour, quoi. Ouais. Tu vois, on ramène les Beatles, Allez. John Lennon, etc. Non, mais c'est simple, quoi. Faut vivre un peu, quoi. Complètement. On a... C'est bon, là. Donc, profitons des liens. Quel travail pour nous. Quel travail pour nous. C'est bon, on a assez bossé comme ça. Pour moi, concrètement, c'est bon. J'ai assez donné, c'est pas toi, Steve. Moi, si je peux m'arrêter, c'est avec plaisir. Bah écoute. J'ai vu des très belles plages du côté de Bali. Si je peux me poser là-bas, ça va très bien. Moi, j'ai pas en Espagne, pas besoin d'aller si loin. On ira en Espagne. En Espagne, on mange très bien. On mange très bien. Exact. Ouais. En plus, ta copine est espagnole. Exactement. Ah, je vais vous embrouiller. Exact. Super. Du coup, j'avais une autre question à te poser. En fait, j'ai demandé sur différents réseaux, il y en a certains qu'on partage, quelles sont les questions à poser à la présidente de Virtual Virtue Society, donc Abigail. Et voici donc celle que j'ai retenue, qu'elle a été posée par Momo Camara, que je remercie au passage. Donc, coucou Momo. Coucou Momo. Que pense Abigail du fait que l'IA va remplacer certaines fois même de force l'emploi de beaucoup de personnes à moyen long terme? Alors on a déjà parlé un petit peu de ça. Alors Momo, si j'étais pas assez claire, non, c'est juste nous qui avons anticipé sur ça. Exact. Mais je suis désolée Momo, je pense que à nouveau on est absolument damné si on continue à nouveau à regarder dans les barèmes des performances, productivité, etc. Maintenant, pour donner un tout petit peu d'espoir à Momo et compagnie, et à nous-mêmes parce qu'on en a besoin, et, je pense aussi que là, c'est les débuts. Okay? Donc, il y a une adoption frénétique. Et bien sûr, les premiers qui mettent en place leur petite chatbot, leur automation, qui envoie 2000 emails en 2 secondes, etc., eux, ils ont un tout petit peu avantage par rapport aux autres. Et ça, c'est vrai. Mais dans la courbe d'adoption de tout ça, il y a un moment que si tout le monde adopte ça, à la fin, c'est qui consomme. Si tout le monde vend, c'est qui achète. Donc, il y a un moment que... Et ça, je l'ai prédit un peu comme ça avec la boule de cristal, mais c'est pas compliqué. Si tous les mois un chatbot pour poster sur LinkedIn, par exemple, et les autres, ils sont un chatbot pour liker. Ça devient un réseau de chatbot et puis il n'y a plus aucun intérêt. Exactement. Et, donc, et ça va arriver à un moment donné. Mais parce déjà, que... tu le sens maintenant, les personnes qui publient que à travers l'IA, il y a un pattern, il y a quelque chose, tu le vois, tu le sens. Et c'est pas porteur en fait. C'est pas porteur, mais même si ça l'était, à un moment, il y a un moment qu'on va parler des bots avec des bots, des bots avec des bots, et à un moment donné, c'est ça, si tout le monde sur un marché, c'est l'économie simple, les ABC, les B à bas de l'économie. Si tout le monde vend, c'est qui achète? C'est ça. Ça va pas tenir. Tout simplement, ça va pas tenir. Tu peux pas mettre un bot qui achète un autre bot, qui achète un autre bot, qui achète un autre bot, et nous, on fait... C'est absurde. C'est l'absurdité ultime. Donc, il faut juste attendre. Un tout petit peu. Il faut se poser comme ça. Moi, je peux pas parce que j'ai un micro. Apparemment, je dois rester. Mais il faut se poser. Il faut se poser et se dire, voilà, réfléchir vraiment parce qu'il y a quelque chose à faire pour utiliser la technologie, mais ne pas complètement partir sur un nonsense complet. Il n'y a plus l'humain et puis c'est qui consomme. Comment on fait? Moi, je les vois, mais net. Tu vois, et à un moment, on va s'inquiéter, les marques, parce que moi, j'ai fait du marketing quand même, notamment. On va s'inquiéter par rapport au consommateur. Qu'est-ce qu'il veut? On va aller regarder, il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus personne. C'est une chambre de l'éco technologique. Et bien, ça va pas tenir. ça tient pas. Ça tient pas. Je sais pas comment tu vois la chose, mais j'arrive pas à me projeter parce qu'en fait, il y a une grosse problématique, c'est que malheureusement, je crois que l'humain n'a majoritairement pas un bon fond. On en avait parlé hors caméra. Mais... Exactement. Et ça me fait peur en fait de voir une technologie aussi puissante dans les mains de personnes aussi puissantes. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire, jusqu'où on va aller, l'arrivée de robots, une automatisation à outrance de tous les côtés. C'est une technologie qui me passionne et puis qui m'excite énormément, mais qui, une fois de plus, qui me fait peur parce que c'est pas elle qui me fait peur.
C'est les humains qui sont dessus et qui la tiennent en laisse qui me font peur. Bah oui. Et c'est vrai que on peut imaginer, on peut réfléchir à l'histoire. Il y a eu la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, technologiquement, c'est une avance. C'est un monstre, ouais. C'est un monstre et ça a beaucoup de bons. Ça produit de l'énergie, etc. Donc le nucléaire, ça peut être bon, ça a été bon. Mais voilà, c'est à nouveau l'humain qu'on défend tant. On les défend parce qu'on est obligé. Moi, si j'étais autre chose, je ne prendrais pas le temps de défendre. C'est juste pour la préservation des soi qu'il faut se défendre. Mais c'est vrai que c'est à nouveau, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Mais combien de films nous ont déjà prédit des avenirs noirs, Blade Runner, Terminator, ainsi de suite, où on voit des IA où ça part en cacahuète et puis il y a un moment où on ne gère plus rien et puis on se fait Matrix, j'en passe. Moi, celle qui m'a beaucoup touchée, parce que je l'ai vue très petite, c'était Blade Runner, effectivement, où il y a les réplicants qui ont des sentiments, en fait, qui craignent pour leur vie, qui partent à la quête de leur créateur. C'est très touchant comme philosophie, en fait, Blade Runner. Bon, c'est basé sur les livres de Philip K. Dick, Est-ce que les androïdes rêvent des moutons électriques? Je ne sais pas si c'est traduit comme ça, parce que j'ai lu en anglais. Et, c'est Do Androids Dream of Electric Ships? Ouais, je pense que c'est ça. C'est hyper intéressant. Et est-ce qu'on est en train de créer... Parce qu'on a créé une créature, ça c'est évident, jusqu'à où elle va aller et jusqu'à où elle va avoir besoin de se tourner vers nous en tant que créature et dire « Et maintenant, j'ai fait quoi ?» Éduquez-moi aussi. Moi, je pense que ce qu'on va le plus se rapprocher, c'est pas de Blade Runner, malheureusement, c'est de Wall-E. Et je pense qu'on va tous finir Wall-E, j'ai pas vu. En fait, je vois les robots. En gros, dans Wall-E, l'humain finit dans un fauteuil qui fait tout. Il se lève pas de son fauteuil. Tout le monde est obèse. Et tout le monde passe son temps à bouffer à la télévision. Et c'est les robots qui font tout. Si tout le monde est obèse, je pense qu'on est mal. Je pense que c'est malheureusement, c'est là-dessus qu'on va. On est déjà, Et c'est ça qui me fait aussi un peu peur. C'est finalement, en fait, ils communiquent plus. C'est juste des écrans. On se rapproche de plus en plus de ça. Donc en fait on s'est c'est tout à fait ça. Tu m'as tué. Oui, en fait il met en place des avatars qui interagissent peut-être, mais eux ils bougent pas. Ils bougent pas, ils sont dans créent des avatars et à la limite, et puis c'est vraiment les robots qui font toutes les tâches, le reste en fait. La vie elle est faite par des robots et eux tout ce qu'ils font c'est être sur des écrans et bouffer. Bon Steve, tu m'as traumatisée, mais je suis contente d'avoir créé cette association. Et pour en finir, oui, peut-être. Et non, je ne veux pas de ça. Moi non plus. Et je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne veux pas de ça pour notre société. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin. C'est ça. Ça, c'est la seule chose qui est importante. Et puis, et c'est pour ça que je suis partie aussi à l'époque sur un principe associatif et non-profit. C'est parce que les profits, il serait vraiment de ne pas finir là. Ça, c'est mon profit à moi, tu vois. Je n'ai pas besoin de dollars devant. Ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas se trouver dans ça, si c'est possible. Et au moins, si on se trouve dans ça, pouvoir dire qu'au moins cette génération, elle a fait de son mieux pour ne pas finir là. Et puis, on aura essayé quand même, tu vois. On aura quand même essayé. C'est comme ça, le jour où le Terminator vient attraper chez ma fille, je pourrais lui dire, moi j'ai essayé. Moi j'ai fait mon mieux. Voilà, j'ai essayé. Tu vois, en Espagne, on aime beaucoup dire, moi j'aurais fait mon mieux. Voilà. Et puis, comme ça, tu dors sur tes deux oreilles, le temps qui te reste. Non, blague à part, c'est vrai que faire de ton mieux, c'est pas toujours le mieux qu'il y a à faire. C'est ça. Mais au moins, si tout le monde fait de son mieux, alors là, oui, ça peut pousser, tu vois. Après, s'il y a 2 cocos dans son coin, on l'a vu avec l'écologie aussi. Si c'est une question niche, 4 rigolos qui mangent plus de viande, ça va pas faire un changement. Par contre, toute la population du monde ne mange pas la viande une journée, ça fait un impact. Une journée contre toute une vie d'une personne. Ça dépend du nombre de gens qui adhèrent. Et c'est pour ça que, il faut juste un tout petit peu d'éveil, un tout petit peu de volonté, un tout petit peu de se poser les questions, de dire ok, peut-être j'ai pas la réponse, mais au moins pose-toi les questions. Et de la formation aussi, que les gens se forment, qu'ils apprennent à utiliser cette technologie. Tout à fait, pour l'utiliser de la meilleure façon possible. Et posez-vous des questions, tout simplement, parce que mine de rien, je pense, les pires moments de notre histoire,
c'est quand des foules ont avancé sans se poser des questions. C'est la base, quoi. Après, c'est des détails. C'est genre révolution telle, guerre telle, n'importe. La base, c'est une foule qui avance sans se poser des questions. Ouais. Et à partir de là, voilà, on peut parler Première Guerre mondiale, Deuxième, la Troisième qui va venir, tout conflit, n'importe, l'Inquisition espagnole, n'importe. Tous ont en commun une foule qui avance sans se poser des questions. Et c'est tellement bête, quoi. C'est ça. On est des animaux qui se questionnent, mais on est en train d'arrêter. Donc, au moins ça. Voilà, si je peux dire ça aujourd'hui. Questionnons-nous et posons les bonnes questions à ChatGPT. Posons les bonnes questions aussi. à ChatGPT et à nous-mêmes. Exactement. Et à nous-mêmes. Et si tu n'as pas les rapports, peut-être que ChatGPT va avoir plus des capacités de raisonnement que toi. Hein. Moi, je sais pas. Certaines personnes que je connais, clairement. Hein. Mais tellement. Quand on dit, non, mais on a eu plus intelligent que nous, non. Je dis, non, mais toi, tu côtoies qui? Parce que moi, j'ai aucun doute. Hein. C'est sûr. Moi, j'ai aucun Sur certaines personnes, alors tout le monde dit que c'est pas aussi intelligent que les humains. Pas tous. Mais quel humain? Pas tous. Quel humain? Voilà. Et moi, je vais les rencontrer, celui-là qui est vraiment aussi cool, hein, parce que moi-même, je suis pas aussi intelligent qu'un chat GPT aujourd'hui 4. Je te dis pas 5. Le 5, je pense qu'on sera tous un peu largués. Ouais. On est déjà largués. Oui, déjà, oui. En fait, on est tellement. La preuve qu'on est largués, c'est que des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont largués. Ouais. À quel point ils sont largués s'ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Parce qu'ils ne le sont pas. Tu peux être plus intelligent peut-être sur un sujet et même, je ne pense pas. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas. Sur autant de points, sur autant de diversité de sujets, non, c'est clair que ce n'est pas possible. ChatGPT, aujourd'hui, tu lui demandes un sujet de pédagogie, il te répond. Tu lui demandes pour tes impôts, il te répond. Combien d'humains il faudrait pour faire un ChatGPT? Tous. Il y a un cuisinier, il y a un coach sportif, il y a un financier, traducteur, il y a tout, effectivement. Après, pour la traduction, moi, il m'embête, il est pas fou. Et pour la sémantique, tout ça, moi, je le corrige un tout petit peu, machin. Et pourtant, moi, je suis pas non plus. Mais mince quand même, quoi. Tu vois, toute langue. Il parle le catalan. J'ai entendu récemment qu'il y a une IA, je sais plus laquelle, je vais pas dire de bêtises, mais je sais plus laquelle, qui a appris par elle-même une langue qu'elle n'était pas censée avoir dans ses données en fait. Par rapport au feedback. Voilà, exactement en fait. Elle a appris une langue, c'est un dialecte indien qu'elle a appris toute seule. Tu vois. En très peu de temps finalement. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est un dialecte qui est très peu parlé, qu'elle a réussi à apprendre. Attention, je pense qu'on s'interroge pas assez par rapport à l'opportunité de l'IA comme mémoire historique. Par exemple, maintenant qu'on en parle de ça, tu vois, il y a des langues qui sont portées à disparaître, tu vois, mais tu les introduis à l'IA et elles peuvent être préservées. Tu vois, ça peut être un musée de données quand même, des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à maintenir. Et je sais pas, il y a tellement de possibilités bien bonne, quoi, tu vois. Et après, on n'a pas parlé, mais pour des gens en situation de handicap, il y a tellement des choses que l'IA... de manière générale, elle fait du bien énormément, bien sûr. J'ai vu là récemment des lunettes qui traduisent, qui sous-titrent tout ce que les personnes entendent, tout ce que les lunettes plutôt entendent à des personnes qui sont sourdes. Et en fait, ils ont des lunettes et leur vie est sous-titrée. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. La barrière de la langue des signes, elle explose finalement et ils deviennent complètement autonomes sur tous les aspects en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bon, par rapport à l'accessibilité, etc. aussi. Et après, des situations sociales difficiles aussi, ça peut aider énormément, tu vois, de créer des espaces sociaux adaptés pour des gens, je sais pas, neuroatypiques, qui sont pas à l'aise dans des situations de tous les jours. Je sais pas, il y a tellement de possibilités. Ma copine travaille justement avec des enfants qui sont en situation de handicap et elle vient vers moi de temps en temps pour lui demander de l'aide via ChatGPT. Et en fait, c'est vrai qu'il comprend très bien les besoins des enfants si on lui décrit l'handicap précisément de l'enfant, son âge et ainsi de suite. Et derrière, il va réussir à proposer des activités qui sont ciblées sur les besoins de l'enfant, ce qui est super. Alors, ça ne va pas remplacer le prof, mais c'est un outil qui peut aider. Aujourd'hui, ça ne va pas les remplacer. Bien sûr, mais c'est un outil qui l'aide énormément.
pour trouver des idées, parce que ça demande aussi pas mal de temps de trouver des idées, de développer des choses. Et lui, derrière, il vient, il synthétise les choses d'une manière qui est phénoménale. Bah oui. En fait, il y a ma fille, la grande, elle a 12 ans et elle a commencé à toucher un tout petit peu à la trigonométrie, tu vois, les triangles, etc. Et elle m'a dit, maman, je suis absolument paniquée. J'ai rien compris à l'explication de l'enseignant. Avant-hier, je lui ai posé la question, mais il n'arrive pas à m'expliquer autrement et je ne comprends pas comme il me l'a dit. Et moi, je regarde et j'ai fait... Souvent, ça m'arrive que comme j'ai appris les choses quand j'étais petite et en Espagne, c'est différent comment il l'apprend ici. Donc, je regarde, je me rappelle un tout petit peu de la trigo, des bases, etc. Mais les exercices qu'elle m'a demandé, moi, je ne voyais pas exactement ce que l'enseignant voulait de cet exercice. Et du coup, je suis allée sur ChatGPT et je lui ai dit, écoute, voilà, ma fille, elle a 12 ans. Mira. Mira, maman, voyons, je fais comme ça. Non, mais c'est vrai qu'elle a les reflets d'aller pour voir. S'il me dit une connerie, je vais le reconnaître. Il faut que je sois là pour reconnaître si c'est une connerie. Mais je lui dis, voilà, elle a 12 ans. Voilà quelques exercices qu'on lui a demandé pendant la même semaine, la même matière, un peu autour. Aujourd'hui, elle a un exercice qui demande ça. On ne comprend pas bien. Et voilà les explications qu'elle a un peu saisies par rapport à ce que l'enseignant disait. Et puis, ChatGPT m'a donné plein de cas de figure. Si selon ta fille, c'est que l'enseignant il a couvert, c'est ça et ça, je dirais que c'est peut-être ça, sinon ça c'est ça. Et vraiment, il résonne d'une façon avec une ouverture d'esprit, de dire, j'ai dans plusieurs options par rapport à ce que tu m'expliques. À partir de là, je lui dis, ah oui, c'est plutôt l'option numéro 2 que tu m'as donnée. Je pense que c'est ça qui résonne le plus avec les besoins. Et à partir de là, il me développe et j'ai pu expliquer à ma fille avec ChatGPT, avec un graphique, avec les dessins et tout, et, les trucs qu'elle a compris. Elle a compris. Donc, on va me dire, non, on ne peut pas remplacer l'enseignant. Si, tellement. Cet enseignant-là... Après, par contre, l'aspect humain, l'aspect de l'approche émotionnelle, ça, c'est compliqué de le remplacer. Bah, franchement, émotionnellement, moi, j'ai posé des questions parfois à ChatGPT. Bah, ça dépend du prof aussi, et ça dépend aussi de comment tu parles à l'OpenAI ou à ChatGPT. Mais moi, ça m'est arrivé de dire, j'ai une situation un peu compliquée. Je sais que moi, je ne suis pas très diplomatique. Est-ce que tu peux m'aider à écrire un email ou un message pour cette situation? Voilà les trucs que je vais exprimer absolument, mais pas comme ça, vache. Sinon, joli, tu vois. Et il a compris. Il ou elle, je ne sais pas. ChatGPT a compris. C'est vrai que... I don't know. On se posera la question une autre fois. Je sais pas. Et ChatGPT a compris vraiment la demande. Il m'a donné la solution. Effectivement, c'était diplomatique. Ça a gardé les messages principaux que je voulais établir. Et puis, franchement, je ne connais pas beaucoup de gens autour de moi qui m'auraient conseillé si bien. Vraiment pas. Et je connais plein de monde, des copines, des copains. Je ne sais pas si j'ai arrêté si bien conseillé. Il écrit très bien. Il écrit pour bien. La rédaction de mails, tout ça, il écrit super bien. Et il comprend la tâche. Il comprend vraiment la tâche. J'ai besoin d'être diplomatique, j'ai besoin d'être direct. Pour autant que la demande soit claire. C'est clair. C'est clair. Mais comme dans tout, dans la communication, si on ne sait pas communiquer avec les gens, on ne va pas avoir des super bons feedbacks non plus. C'est ça. Du coup, on a fait un peu les choses à l'envers. On est humain. Exactement. On est humain. Et pour arriver sur la fin, si tu pouvais te présenter, puis surtout nous présenter un petit peu comment on peut retrouver VVS, où est-ce qu'on peut le retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver ce fabuleux bouquin. Alors, mais j'adore. Donc, je parle depuis 1 heure. Bonjour, c'est Je ne me suis pas présentée. Exact. Je ne me suis pas présentée. Du tout. Non, mais vas-y, on t'écoute. Mais c'est ta faute. Mais j'aime bien faire ça. Non, ça va. Alors, je suis Abigail. Et puis comme vous le savez maintenant, je pense, donc je suis la présidente et fondatrice des Virtual Society, donc VVS. Et nous avons un site internet où tu peux voir un peu ce qu'on fait. C'est globalvvs.org. Exactement. Et là, on peut voir un tout petit peu l'équipe, un peu ce qu'on fait, etc. On peut acheter directement les PDF du livre là-bas. On peut aussi les acheter sur Amazon. Donc, peut-être dans les réseaux sociaux, quand tu partages, on peut donner les liens, etc. Tout ça, et juste comprendre que, c'est limité, c'est une introduction, mais les programmes vraiment pédagogiques qui est derrière, moi, je pense que vraiment, j'estime
qu'il est nécessaire. Je pense qu'il a été vraiment bien réfléchi. Et puis moi, personnellement, je suis absolument engagée à ramener vraiment ces notions à nouveau des pensée critique, éthique au sein de l'ère digitale, etc. Et pas d'une façon qui démonise vraiment, pas d'une façon non plus qui est complètement en déni par rapport aux répercussions, mais c'est cette voie au milieu un peu qui essaie d'être raisonnable, qui essaie vraiment d'être terre à terre et de jamais partir sur des trucs préconçus. Vraiment, moi, à chaque fois que j'ai une idée par rapport à l'IA ou aux nouvelles technologies, je vais voir avec les panels d'experts des BS, je vais me renseigner, je vais faire de mon mieux. Après, on est toujours biaisé. Hein? ChatGPT, nous aussi. Bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment il y a vraiment cette quête avec l'association de chercher ces chemins de milieu. Celui-là qui vraiment peut être à transiter à long terme et dans lequel on peut progresser en tant que société. Voilà, c'est un peu... C'est pas... Voilà. C'est très bien. C'est pas une petite tâche. Hein. mais voilà. Une petite ONG avec de grandes ambitions. Ou une petite femme avec de grandes ambitions. Comment tu l'avais dit, ouais, j'avoue, j'ai fait pas plus d'un mètre 60. On m'a mis les micros là à la bonne hauteur. Mais ouais, c'est pas la grandeur de l'emballage, c'est vraiment la grandeur de l'initiative ou vraiment de l'intention. En fait, ça suffit d'une intention parfois. Puis il y a moyen vraiment de bouger les choses et puis de faire de grandes choses derrière. Tout à fait. Et puis si aujourd'hui VVS, donc ce qu'on a discuté, elle se charge des labels, elle se charge d'éducation des enfants, c'est parce qu'on est arrivé à ces conclusions-là, mais avec quelqu'un d'autre qui se rajoute à l'association, peut-être que ça va ouvrir des portes encore à des autres choses qui sont importantes. Et nous, on est toujours ouverts vraiment à tout feedback. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup merci pour ta participation. Merci d'être venu échanger avec moi sur ce podcast. Avec plaisir. Et à bientôt. Et j'espère à bientôt pour tous les auditeurs pour un autre numéro. Mais oui, merci. Bonne chance avec ton podcast. C'est gentil, merci. Merci.